Bien, il est 14 heures, on va démarrer. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce dernier webinaire de l'année. On a rencontré un petit problème technique de dernière minute, ce qui nous a amené à changer de salle de réunion. Donc on espère que tous ceux qui souhaitaient être parmi nous aujourd'hui arriveront à nous rejoindre à temps. Donc aujourd'hui, un thème de webinaire sur les stratégies d'utilisation des traitements anti-hyperglycémiants. Un webinaire à trois voix aujourd'hui, puisque nous aurons trois intervenants qui vont pouvoir dialoguer autour de cette question. Alors, autour de la salle virtuelle, aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous étiez plus de 300 inscrits, mais aujourd'hui, beaucoup d'IDE, enfin d'infirmiers et d'infirmières, comme d'habitude, d'Azalée, IPA, mais aussi beaucoup de pharmaciens avec nous, des diététiciens, diététiciennes et des médecins pour ce dernier webinaire de l'année. Alors, aujourd'hui, un webinaire à trois voix. Et on remercie nos intervenants d'avoir bien accepté cet exercice. Alors, nous accueillerons le docteur Marie-Alix Joyeux, qui est médecin endocrinologue au CHU de Nîmes, qui se présentera plus amplement. Le docteur Yvan Machetto, qui est médecin généraliste, élu à l'URPS des médecins d'Occitanie, et Madame Sabine Bell, pharmacienne d'officine, et également élue à l'URPS pharmacien d'Occitanie. Ce webinaire se déroulera en trois parties. Alors, dans un premier temps, le docteur Marie-Alix Joyeux va nous présenter les éléments nouveaux qui sont issus de la dernière prise de position de 2023 de la SFD concernant les stratégies d'utilisation des traitements anti-hyperglycémiants. Donc, elle a décortiqué les recommandations pour nous et en a sorti les nouveautés. À l'issue de sa présentation, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de sa présentation à poser les questions au fur et à mesure dans le chat. Puis, on aura un temps autour de deux cas cliniques où nos intervenants vont pouvoir dialoguer voilà, autour des situations qui seront présentées. Et enfin, on vous présentera les fiches médicaments qui sont mises à disposition sur le site de Diabète Occitanie. Alors, on va passer la parole à Marie-Alix. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je suis docteur Marie-Alix Joyeux, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste au CHU de Nîmes. Donc, je vais essayer de vous présenter surtout les différences, en fait, les nouveautés dans la prise de position de la SFD entre 2021 et 2023, donc les éléments nouveaux, et mettre en lumière ce qui nous semble le plus important aujourd'hui et les petits encarts qui ont été faits par la SFD. On peut passer à la diapo. Alors aujourd'hui, pourquoi il est important d'équilibrer un patient diabétique? Parce que, pour un petit rappel, hein, les bénéfices de l'équilibre glycémique sur la micro et la macroangiopathie, ils ont été largement démontrés, plus amplement bien sûr au niveau de des micro-complications. Ce bénéfice, il existe aussi pour les complications macrovasculaires, mais c'est vrai qu'il devient significatif qu'après un temps beaucoup plus prolongé de suivi. Un critère de substitution, c'est un critère intermédiaire capable de prédire la survenue d'événements cliniques et aujourd'hui, l'HbA1c reste encore un critère de substitution acceptable pour la survenue des complications microvasculaires du diabète, mais c'est vrai moins pour les complications macrovasculaires et on verra qu'on a quand même d'autres outils aujourd'hui, pour certains patients en tout cas, pour nous aider à mieux les équilibrer et définir des objectifs personnalisés. Diapo suivante. Alors, un des tableaux issus donc de la SFD 2023, en petit encadré en jaune, c'est une des modifications par rapport à 2021. C'est vrai que c'est un tableau qui est un peu indigeste, où on a du mal à se repérer, donc je vais essayer de le simplifier un petit peu, et puis pour ceux qui veulent aller peut-être un peu plus loin, vous pouvez le retrouver sur les recommandations. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ce qui est important, c'est que, je répète, c'est des objectifs aujourd'hui d'hémoglobine glyquée qui sont individualisés et notamment en fonction de deux critères, de l'âge du patient et de ses comorbidités. En fonction de l'âge, on va différencier les plus de 75 ans et les moins de 75 ans. Et principalement chez les plus de 75 ans, donc, qu'on va définir ici comme la personne âgée, on va définir trois sous-catégories: des patients âgés dépendants, fragiles ou en bonne santé. Et on va voir que du coup, finalement, les critères, on ne va pas être aussi exigeant avec un patient âgé dépendant qu'avec un patient âgé en bonne santé, puisqu'il aura une espérance de vie plus longue. Et donc, on va être un peu plus exigeant avec ces patients en termes d'équilibre de diabète.
vous voyez qu'un patient âgé en bonne santé va avoir un objectif d'hémoglobine glyquée à 7%, tout comme une personne finalement de moins de 75 ans et sans grande comorbidité. Le patient âgé fragile, on va augmenter la cible à 8%. Et puis le patient âgé dépendant, on va avoir un objectif aux alentours des 9%. Et ça, c'est nouveau, en restant au-dessus des 7,5% d'hémoglobine glyquée chez les patients qui bénéficient de traitements hypoglycémiants, parce qu'on sait qu'en delà, forcément, on est pourvoyeur un peu plus d'hypoglycémie. Ensuite, pour les patients avec des donc de moins de 75 ans et avec, on va faire en fonction de leur comorbidité surtout. Donc, s'ils n'ont pas de comorbidité sévère, on peut être assez strict sur l'objectif avec un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%, voire 6,5 si c'est possible, et s'il n'y a pas de traitement hypoglycémiant. Parce qu'il ne faut pas, on rappelle que l'hémoglobine glyquée, c'est quand même une moyenne et que voilà, on ne veut pas qu'il soit à 50% en hypo, 50% au-dessus, qui ferait quand même une bonne moyenne. Voilà, donc ça, c'est les écueils qu'on essaye d'éviter. Et puis pour ceux avec des comorbidités sévères, et ça, si vous voulez voir quelles sont les comorbidités sévères, je vous demande de vous référer au tableau du dessus. On va avoir un objectif un peu moins strict, donc moins de 8% d'hémoglobine glyquée et en restant au-dessus de 7%. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, comme je l'ai dit, l'hémoglobine glyquée, c'est un très bon, ça reste encore un critère acceptable pour les complications microvasculaires. C'est vrai que pour les macrovasculaires, c'est un peu moins le cas. Et aujourd'hui, on a des mesures continues de glucose, donc les CGM, pour des patients qui bénéficient d'une insulinothérapie. Et c'est vrai que maintenant, c'est ce qu'on regarde beaucoup dans nos consultations, c'est le TIR, donc ça veut dire le time in range, c'est le temps passé dans la cible. Et c'est vraiment sur ça qu'on va surtout définir si le diabète est équilibré ou non. Dans la population générale, on va dire qu'un TIR supérieur à 70%, c'est synonyme de bon équilibre, avec la cible glycémique comprise entre 0,70 et 1,80 g par litre. Et chez la personne âgée et ou à haut risque d'hypoglycémie sévère, on va être moins strict, on va seulement demander un temps passé dans la cible de plus de 50%. On regarde un autre critère qui est le temps, donc le TBR, le Time Below Range. Donc c'est le temps en dessous de la cible, c'est équivalent que le temps en hypoglycémie. Et on définit une hypoglycémie en dessous de 0,70 g par litre. C'est vrai que dans la population générale, on peut accepter 4%. Chez le patient âgé, c'est inférieur à 1%. C'est vraiment l'objectif principal chez la personne âgée. On ne veut pas d'hypoglycémie. Voilà. Ensuite, il y a les hypoglycémies inférieures à 0,50 g par litre. C'est vraiment les hypoglycémies graves. Et ça, pour tout le monde, on veut qu'elles soient nulles ou quasi nulles, inférieures à 1%. On va passer à la diapo suivante. Donc, pour arriver à nos fins, nos objectifs d'avoir un patient bien équilibré sur le plan du diabète, on a à disposition de nombreuses molécules et qui se font de plus en plus nombreuses. Et c'est vrai que là, je ne vais pas tout vous redétailler, vous avez accès au tableau si vous le désirez. Je vais simplement mettre l'accent sur les nouveaux traitements qu'on utilise de plus en plus. Donc, vous voyez, donc, bon, bien sûr, la metformine qu'on utilise toujours, on va dire un petit peu en base. Et ensuite, les nouveaux traitements, c'est surtout les inhibiteurs du SGLT2, les glyphosines. Vous voyez qu'ils ont quand même une bonne efficacité sur la baisse glycémique, qu'ils ne sont pas pourvoyeurs d'hypoglycémie, ça c'est très important, et qu'ils ont un bénéfice démontré au niveau cardiovasculaire. Ça aussi, c'est très très important. Aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde pour traiter nos patients diabétiques. Il y a également un bénéfice très important sur la fonction rénale et sur la microalbuminurie. La petite croix jaune, c'est pour vous montrer que ça a été supprimé dans la SFD 2023 comparé à la prise de position 2021. C'est qu'on avait une alerte sur l'utilisation des glyphosines et sur le risque d'amputation ou de gangrène de Fournier. C'est quelque chose qui a disparu. Voilà, après des études, en fait, ça avait été montré que dans une seule étude avec une seule molécule de glyphosine, qui était la canaglifosine, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête. On n'a pas de sur-risque d'amputation. Les analogues du GLP-1, donc haute classe thérapeutique, là, on voit qu'il y a 3 flèches vers le bas pour l'efficacité de baisse de glycémie, donc un fort impact sur la glycémie, également non pourvoyeur d'hypoglycémie, ce qui est très important, et un effet sur le poids, selon les patients, de bons répondeurs à très bons répondeurs, mais qui peut être très important. Bénéfice démontré au niveau de la protection et de la sécurité cardiovasculaire, et également au niveau de la progression de la maladie rénale. Et ça, c'est
De plus en plus, les papiers qui sont en train de sortir aussi sur cette protection rénale. Bon, les effets secondaires, on y reviendra après, mais c'est vrai que c'est les effets digestifs les plus importants. Les analogues lent ou rapides de l'insuline, qu'il n'y a pas besoin de présenter, hein, c'est eux qui ont le plus fort impact sur la baisse de glycémie. En revanche, évidemment, ils sont pourvoyeurs d'hypoglycémie et ils ont plutôt tendance à faire prendre du poids. Si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, encore en encadré jaune, ce qui est différent par rapport à 2021, c'est on avait, avec les inhibiteurs du DDP4 et des analogues du GLP1, on avait un petit doute sur le sur-risque de pancréatite avec l'utilisation de ces molécules. Voilà, donc le risque, on le note encore, qu'il y a un risque rare, mais c'est vrai que la causalité n'a pas été démontrée. Bon, c'est quand même quelque chose qu'on signale aux patients, on les prévient, on leur demande d'être un petit peu attentifs. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi un peu moins se stresser, on va dire. En tout cas, on nous dit qu'il n'y a pas eu de preuve formelle par rapport à ça. Le petit nouveau par rapport à 2021 en termes de molécules, c'est les doubles agonistes analogues du GLP1 et GIP qui viennent d'arriver tout juste sur le marché début novembre. On rappelle qu'ils sont encore non remboursés en France, ni pour l'obésité, ni pour le diabète de type 2. Voilà, leur principal avantage, c'est une perte de poids majeure, sans hypoglycémie. Et vous voyez, si vous regardez les petites flèches par rapport à l'efficacité de baisse d'hémoglobine glyquée, aussi important qu'avec les analogues de l'insuline. Donc voilà, c'est très prometteur. On commence à les utiliser. Pour l'instant, c'est vrai qu'en tout cas en France, on n'a pas encore une très grande expérience, mais ça va venir. Voilà, on peut passer à la suite. Donc je vous réexpliquerai ensuite pour une autre diapositive comment choisir justement ces molécules. C'est un peu l'objectif. En tout cas, aujourd'hui, quand on découvre un diabète chez un patient, pour le cas général, à mettre en place d'emblée, c'est les modifications thérapeutiques du mode de vie, plus ou moins d'emblée la metformine. Donc, il y a quelques situations particulières où on va d'emblée envisager une bithérapie, par exemple, en plus, bien sûr, des modifications thérapeutiques du mode de vie. Ça a un petit peu changé. Bon, si l'hémoglobine glyquée était supérieure à 9, aujourd'hui, on se dit que si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 8,5%, on peut envisager une bithérapie d'emblée. Ensuite, un autre cas particulier, on peut envisager l'insulinothérapie d'emblée si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 10, c'est un petit peu synonyme finalement, et en particulier s'il y a la présence d'un syndrome polyuropolydipsique ou une perte de poids involontaire qui sont synonymes finalement d'insulinopénie au moins relative et qui nous font dire qu'il faut mettre cette insuline dès la découverte de diabète. Et bien sûr, l'insulinothérapie d'emblée, elle est indispensable en cas d'hyperglycémie majeure avec hyperosmolarité ou en présence de corps cétonique. Là, c'est une indication incontestable. Il faut évidemment débuter une insulinothérapie. Le petit encart qui a été rajouté par rapport à 2021, et c'est très bien qu'on soit vigilant à ça, c'est le risque d'équilibrer trop vite un diabète, avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs gradués en termes de glycémie et pas vouloir tout de suite ramener le patient en dessous des 1 g par litre, parce que si le patient a une rétinopathie préexistante, il y a un risque de l'aggraver et d'une aggravation rapide. Donc voilà, on peut avoir des objectifs un petit peu gradués pour le temps au moins de faire de la réalisation du fond d'œil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rétinopathie qu'on risquerait d'aggraver avec des objectifs glycémiques trop bas. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors ça c'est un petit peu la diapo phare, celle de 2021 mais qu'on reprend en 2023 aussi. En cas d'objectif d'hémoglobine glyquée non atteint, une fois qu'on a mis en place la metformine et les modifications thérapeutiques du mode de vie, on va différencier deux situations. La situation commune, c'est-à-dire le patient non âgé, présentant soit une obésité de grade 1, soit pas de surpoids et qui n'a pas de comorbidité particulière, notamment cardiaque, vasculaire ou rénale. Et puis, il y aura 3 autres situations particulières sur lesquelles je vais revenir. Donc, dans la situation commune, on a mis notre patient sous metformine et 3 mois ou 6 mois plus tard, il reste avec un hémoglobine glyquée supérieur à l'objectif. Là, la SFD nous dit qu'on a le choix entre 3 voire 4 molécules, les inhibiteurs du DDP4, les inhibiteurs du SGLT2, les analogues du GLP1, ou il reste une toute petite case, mais vous voyez que c'est très léger pour les sulfamides. Donc voilà, on a le choix entre ces 3 ou 4 molécules.
nous faire choisir l'une ou l'autre, finalement, pas grand-chose. L'adhésion du patient, par exemple, les analogues du GLP-1 sont sous forme injectable alors que les autres, c'est des comprimés. Voilà, expliquer aux patients. Après, la petite chose qui peut nous aider à nous déterminer, c'est l'IMC. Donc, si le patient présente une obésité de grade 1, par exemple, on va plutôt s'orienter vers des molécules qui favorisent la perte de poids. Donc, l'inhibiteur du SGLT2 qui a une action sur la perte de poids mais qui reste modérée, ou l'analogue du GLP-1 qui a un impact un peu plus fort sur la perte de poids. Voilà comment on peut s'orienter dans la situation commune, à différencier donc des situations particulières, donc la maladie rénale chronique, donc l'insuffisance rénale chronique finalement, l'insuffisance cardiaque ou la maladie athéromateuse avérée. Pour la maladie rénale chronique, donc l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque, finalement la stratégie elle est la même. Il faut que ces patients aient tous un inhibiteur du SGLT2 et quel que soit leur taux d'hémoglobine glyquée. Un patient bien équilibré mais insuffisant rénal chronique ou insuffisant cardiaque, il doit avoir son inhibiteur du SGLT2 dans son traitement. Ça, c'est bien sûr s'il le tolère, s'il n'y a pas d'effet de contre-indication majeure. Et ensuite, on va essayer aussi de mettre un analogue du GLP-1. C'est dans le cas où il y a une intolérance ou une contre-indication aux inhibiteurs du SGLT2 et que l'hémoglobine glyquée n'est pas à l'objectif chez ce patient. Voilà, donc c'est vraiment le message important. On traite un patient, une maladie diabétique et pas simplement des glycémies ou une HbA1c. Donc il faut vraiment tenir compte de ces comorbidités. Et pour la maladie athéromateuse avérée, là on a le choix entre l'inhibiteur du SGLT2 ou l'analogue du GLP-1. Et ça, quelle que soit l'hémoglobine glyquée. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important et de nouveau, on va dire, dans la prise en charge de ces patients-là. On peut passer à la diapo suivante. La prise de position de 2023 a fait un petit encart et a mis en lumière aussi la stratégie thérapeutique chez les personnes en situation d'obésité, donc un IMC supérieur à 30. Donc, bien sûr, ça va être une prise en charge particulière où, comme vous l'avez compris, on va donc privilégier les molécules qui font perdre du poids. Et là est apparu, du coup, en 2023, les doubles agonistes, analogues du GLP-1 plus GIP ou analogue du GLP-1 tout court. En tout cas, il faut que ces patients bénéficient d'une molécule comme celle-ci afin que ils puissent baisser leur poids et avoir une réponse métabolique plus importante. On peut... l'inhibiteur du SGLT2 a aussi sa place parce qu'il fait perdre aussi un petit peu du poids, mais on sait que voilà, il y aura un peu moins d'efficacité qu'avec un analogue du GLP-1. Et puis, si on a mis l'analogue du GLP-1 mais qu'on n'est toujours pas à l'objectif d'hémoglobine glyquée, on peut associer les trois molécules, metformine, analogue du GLP-1 ou double agoniste, et l'inhibiteur du SGLT2. J'insiste aussi sur la possibilité de chirurgie métabolique, la chirurgie bariatrique, sleeve ou bypass, qui doivent rester une option thérapeutique à proposer aux patients une fois que, si malheureusement, malgré l'ensemble d'un traitement bien conduit, on reste avec une obésité importante ou un diabète non équilibré. Même dans le cadre d'un diabète non équilibré, ça peut être une stratégie thérapeutique à leur proposer. On peut passer à la diapo suivante. Excusez-moi, nouvelle aussi encadrée pour 2023, un focus sur la personne âgée. On est très content qu'ils aient fait ce focus-là. Donc, comme je vous l'ai dit, des objectifs personnalisés pour les patients. Donc, on a dit en termes d'âge. Et je rappelle, il y avait 3 catégories. Le patient âgé en bonne santé, le patient âgé avec, on va dire, je vais vous redire exactement, voilà, fragile ou le patient dépendant. C'est bien de faire la distinction entre ces 3 patients pour leur proposer une thérapeutique adaptée. Chez le patient âgé dépendant, on va dire, le but c'est vraiment de limiter les effets indésirables et le risque d'hypoglycémie. Donc, on privilégie metformine et inhibiteur du DDP4 parce que neutre sur le poids pour le DDP4 et non pourvoyeur d'hypoglycémie. Et si on est toujours au-dessus de l'objectif, on peut instaurer une insuline basale qui va nous permettre de mettre en place une mesure continue du glucose, de mettre en place un passage infirmier. Donc on sait que oui, il y a un risque d'hypoglycémie avec l'insuline, mais on sait aussi qu'on augmente la surveillance et très régulièrement on fait passer une infirmière à la maison et on sait que la surveillance sera bien meilleure.
Chez la personne âgée fragile, donc moins dépendante, on peut se permettre d'envisager l'inhibiteur du SGLT2 s'il existe une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque. Ce sera toujours une balance bénéfice-risque, évidemment, mais à évaluer en fonction du patient et du contexte. Et bien sûr, on peut avoir recours à l'insuline basale. Ce qu'il faut éviter, vous voyez le petit encart à gauche, c'est quelques points spécifiques. Éviter la prescription de sulfamine ou de glinide, de ces traitements par voie orale hypoglycémiants qui sont pourvoyeurs énormément d'hypoglycémie, risque de chute. Donc ça, vraiment, c'est à proscrire chez les patients âgés. Et puis, on est très, très vigilant sur les analogues du GLP-1 ou encore plus sur les doubles agonistes parce qu'il y a un risque avec cette perte de poids, un risque de dénutrition, même chez des patients obèses. Voilà, la perte de poids est tellement rapide qu'on peut arriver à des critères de dénutrition assez facilement et un risque de sarcopénie. On a une expérience limitée chez la personne âgée, donc vraiment, ces molécules à envisager de manière très précautionneuse. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les petits messages clés, c'est que vraiment aujourd'hui, on fait une médecine personnalisée, tant en termes d'objectifs individualisés, enfin, en termes d'objectifs d'HbA1c et du profil patient. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, qu'il y a des nouvelles classes thérapeutiques qui permettent, en plus d'équilibrer du diabète, de bénéficier d'une protection cardiovasculaire et rénale et qu'on traite une maladie diabétique et non plus juste un diabète. Et donc, il faut vraiment tenir compte de ces comorbidités-là pour choisir notre traitement pour ces patients-là. Et puis, attention à la personne âgée à la juste mesure, ni trop ni pas assez chez ces patients. Ne pas surtraiter, mais ne pas sous-traiter non plus chez un patient ayant peu de comorbidité et en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Alix, pour cette présentation qui était très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut prendre un petit moment pour répondre à quelques questions. Alors, Marie-Alix, est-ce que vous pouvez revenir sur sarcopénie et GLP1? C'est une question de Guillaume. Oui, les analogues du GLP1 vont faire perdre, pour les bons répondeurs, beaucoup de poids et des personnes qui peuvent perdre jusqu'à 20 kg. Ça peut se faire de manière très rapide et quand on perd du poids, on perd autant selon la rapidité évidemment et selon surtout chez la personne âgée qui va avoir peu d'activité physique, hein, elle va avoir tendance à perdre de la graisse mais aussi beaucoup de muscles et donc un risque de sarcopénie important chez ces patients. Alors, Marie-Alix, je vais vous relayer une question de Willy. Alors, attendez, elle disparaît. Hop. Alors, Willy nous dit, j'aimerais savoir à quel niveau de DFG doit-on éviter d'initier les ISGLT2 en cas de MRC? En dessous de 20 ml par minute. Ok, merci. Et Sandrine qui nous demande, alors, association glyphosine et analogue GLP1 chez un patient âgé robuste. Qu'en pensez-vous? C'est toujours pareil, ça va dépendre de ses comorbidités et de la balance bénéfice-risque. C'est à faire, enfin voilà, si on pense qu'il y a une vraie indication, un vrai bénéfice cardio-rénal pour le patient, pourquoi pas, mais avec une surveillance accrue et de la biologie et du poids et de la tension, enfin voilà. Il n'y a rien qui est interdit, hein, mais c'est voilà, être une vigilance toute particulière par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ok. Et François, alors là, c'est plus un commentaire, pas forcément une question, qui nous dit qu'on associe souvent le traitement Stagide et Victoza. Oui, alors le Victoza, c'est un analogue du GLP1, mais sous forme quotidienne, une injection quotidienne. Voilà, aujourd'hui, on a des formes hebdomadaires, donc c'est vrai que pour les patients, c'est des traitements vers lesquels on se tourne parce que c'est un peu moins contraignant. Il y a une meilleure adhérence au traitement. Donc, mais Stagide, c'est de la metformine, hein, et puis le Victoza, de l'analogue du GLP1, donc pourquoi pas, bien sûr. Alors, on va continuer et s'il y a d'autres questions qui viennent, on pourra revenir dessus à tout moment. Alors, pour cette deuxième partie, donc, on va avoir des regards croisés sur des cas cliniques et Marie-Alix, vous allez nous présenter le premier cas. Oui, alors c'est un homme de 64 ans qui a comme principal antécédent donc un diabète de type 2 connu depuis 12 ans, un infarctus du myocarde en 2021, une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche à 45%, une hypertension artérielle, une dyslipidémie et une obésité avec une IMC à 34 kg par mètre carré. Sur le plan des complications, c'est un patient qui n'a pas de rétinopathie, pas d'artériopathie, pas de neuropathie, mais on l'a dit, un antécédent d'infarctus.
Voici sa prise de sang récente avec une hémoglobine glyquée à 6,8%, une fonction rénale à 70 ml par minute, un bilan lipidique avec principalement un LDL cholestérol à 0,75 g par litre, HDL 0,40 g par litre et triglycérides 1,98 g par litre et un bilan hépatique normal. Voilà son traitement, metformine 1 g matin et soir, glyclazide 120 mg le soir, ramipril 5 mg le matin, atorvastatine 10 mg le soir, acide acétylsalicylique 75 mg le midi et bisoprolol 2,5 mg le matin. On peut passer à la diapo suivante. Vous allez recevoir un sondage normalement dans l'onglet Conversation. Voilà. Quelle modification thérapeutique envisageriez-vous chez ce patient? Et donc, c'est le moment de passer la parole à nos invités et peut-être vous demander ce que ça vous évoque, ce cas en lien avec votre pratique, les difficultés que vous pouvez rencontrer en tant que pharmacien ou en tant que médecin et peut-être les propositions que vous feriez. Yvan, la parole est à vous. Oui, bonjour, Yvan Machetot, donc je suis médecin généraliste et élu URPS médecin. Bon, alors en pratique quotidienne, c'est un cas qu'on voit assez souvent et bon, grâce aux éclaircissements de Marie-Alix, j'avoue que je n'ai pas changé ma pratique, mais je l'ai affinée. Merci encore Marie-Alix pour cet exposé. Et donc, moi, j'aurais pris la réponse 3, c'est-à-dire j'aurais arrêté le glycazide que je ne prescris pas, donc parce que j'ai eu beaucoup de retours de problèmes d'hypoglycémie. Et donc, enfin, et j'aurais plutôt mis un inhibiteur de SGLT2 pour avoir un impact sur, sur le poids, sur l'insuffisance cardiaque qui est modérée et sur, je dirais, pour une protection rénale. Voilà ce que j'aurais fait et donc je répète, j'enlève le glycazide et je mets un inhibiteur du SGLT2. Voilà. Merci, Voilà ce que Yvan. je dirais un petit peu sur ce cas en pratique de médecin généraliste de première intention. Et je terminerai en disant que j'avertis, si c'est possible, pour pas que le pharmacien ou la pharmacienne soit étonné, je passe un petit coup de fil parce que franchement, la relation est intéressante pour une meilleure adhésion du patient et un meilleur état clinique du patient. Merci Yvan. On va passer la parole à Sabine Bell, qui va nous apporter aussi son éclairage sur cette situation. En parallèle, n'hésitez pas, vous aussi, à faire vos commentaires dans le chat sur la façon dont vous réagiriez. Bonjour, donc je me présente, je suis Sabine Bell, je suis pharmacienne d'officine dans un petit village à côté de Montpellier et c'est vraiment, je suis ravie de voir qu'un médecin généraliste nous appellerait pour un changement de traitement et c'est comme ça qu'on devrait effectivement essayer de travailler en bonne intelligence. Donc, ce cas clinique, effectivement, c'est des cas assez courants dans nos officines ou dans nos patients. C'est des patients qui sont suivis parfois depuis des années avec des maladies qui sont peu évolutives, puisque là, on voit que ce patient était bien équilibré. On ne réévalue pas forcément toujours les traitements au vu des dernières recommandations. Sur ce cas clinique, on a les bilans biologiques. Nous, dans notre pratique quotidienne de pharmacien, on a rarement accès au bilan biologique, même si ça va évoluer et ça commence à évoluer grâce au DMP et à mon espace santé. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut penser à aller chercher parce que ça nous permet aussi d'interagir et de mieux accompagner le patient et les médecins auprès de ces traitements, enfin de ces évolutions de recommandations. Dans le cadre d'un bilan partagé de médication, éventuellement, puisque ce patient a plus de 5 traitements, on pourrait se regarder pour accompagner le médecin à la mise en place de nouveaux traitements, comme ça a été proposé. Effectivement, je pense qu'on va aller sur une glyphosine peut-être, une suppression de ces sulfamides. Dans ce cas, je crois que la sulfamide en plus était pris le soir. Donc, effectivement, on pourrait déjà, si on devait le maintenir, le passer le matin, puisque c'est un risque d'hypoglycémie. En général, on le met plutôt le matin pour pouvoir les surveiller et, si possible, avec un appareil de glycémie à vérifier auprès du patient s'il en a bien un. Voilà pour mes remarques. Merci Sabine. Yvan, vous souhaitez réagir?
Oui, j'oubliais dans ma présentation, et je crois que je dois le faire puisque j'ai eu 2 patients qui sont revenus vers moi lorsque j'ai prescrit une glyphosate, c'est-à-dire un inhibiteur de la GLP2. J'avoue que je peux suggérer quelques petites complications données à l'oreille, la problématique de la cystite éventuelle ou de la mycose, éventuellement des muqueuses, du gland ou des parties génitales chez la femme. J'avoue que ça a été au départ, c'est pas que l'adhésion ne s'est pas faite sur la thérapeutique, mais les patients, pardon, excusez-moi, les patientes sont contentes de savoir qu'il peut y avoir des petits effets secondaires et surtout savoir qu'on est à leur écoute par téléphone ou par le biais de la pharmacienne ou du pharmacien pour les traiter de façon, je dirais, très rapide et pour pouvoir avoir le bénéfice je dirais, de cette molécule. Enfin, ils sont aussi contents du retour sur le poids et contents de savoir que ça va améliorer leur comorbidité cardiovasculaire qu'il faut bien expliquer. Voilà. Merci à tous les deux pour votre regard sur cette situation. On va proposer peut-être, Maria X, que vous nous apportiez aussi votre éclairage. Oui, alors effectivement, j'aurais aussi choisi cette option-là d'arrêter le glyclaside et d'introduire un inhibiteur du SGLT2. Je vais juste réexpliquer pourquoi chaque proposition, je l'aurais pas choisi ou choisi. Donc, par rapport à l'arrêt du glyclaside, il y a peu d'intérêt métabolique aujourd'hui, risque d'hypoglycémie. Et aujourd'hui, on a d'autres traitements disponibles et qui permettent de réguler la glycémie et d'avoir une protection cardiovasculaire et rénale. Donc, il faut en faire profiter le patient. Pour l'analogue du GLP1, effectivement, on pourrait se poser la question, parce que ce patient présente une obésité de grade 1 et une maladie coronarienne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme si vous remontez un petit peu plus haut, donc dans l'organigramme, ce patient, il a aussi une insuffisance cardiaque, et comme on a dit, chez tout patient avec une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale, il faut qu'il ait son inhibiteur du SGLT2. D'autant plus que ce patient est bien équilibré. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu se dire je ne fais rien parce qu'il est bien équilibré, mais si, parce qu'il a une insuffisance cardiaque et un antécédent coronarien. Donc, il faut qu'il puisse bénéficier de cet inhibiteur du SGLT2. Et comme l'a dit le docteur Machetto, il faut évidemment le prévenir aussi. Je pense que les patients sont contents d'être prévenus des effets indésirables possibles. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut aussi leur montrer tout le bénéfice qu'ils peuvent en tirer, parce que c'est vraiment très important et que ça peut leur permettre aussi une meilleure adhérence. Voilà. Juste un petit mot du coup pour les inhibiteurs du SGLT2. Attention au risque d'acidocétose euglycémique avec des glycémies normales ou subnormales majorées avec ce traitement. Donc il faut que les patients puissent avoir à disposition un contrôle de l'acétonémie. Et il faut penser pour que ce soit peut-être pharmacien ou les infirmières aussi qui est au quotidien avec les patients, de penser à suspendre ce traitement en périopératoire, un peu comme la metformine. Voilà. Moi, je leur dis, si on vous devez arrêter la metformine pour une chirurgie, vous l'arrêtez en même temps l'inhibiteur du SGLT2 et vous le reprenez en même temps que la metformine quand ça va mieux et que vous avez pu reprendre une alimentation. Voilà. Alors, on va retrouver ce patient 3 mois plus tard. Voilà, cette fois-ci, il a une hémoglobine glyquée à 7,9%. Son traitement a bien été modifié, donc il y a une petite erreur, le glyclaside a été suspendu et en revanche, on a introduit la dapagliflozine. Donc voilà, qu'est-ce que vous feriez 3 mois plus tard chez ce patient? Et on va passer la parole à nos intervenants, peut-être donc Yvan pour commencer. Alors, moi, j'avoue que c'est intéressant, mais je ne suis pas particulièrement inquiet. Mais j'ai besoin de prendre le premier onglet, de parler avec le patient sur l'observance et en parler aussi avec la pharmacienne qui est présente aujourd'hui. Donc sur l'observance, parce que parfois, encore que avec les inhibiteurs de SGLP2, donc la piqûre se fait le plus souvent, voire pratiquement toujours par l'infirmière. Et donc après, bon, il y a des patients qui aiment le faire aussi, donc il n'y a pas autant de soucis, mais ils l'oublient parfois. Et moi, je suis assez aussi orientateur vers le patient, vers un ETP. Parce que j'ai envie quand même de savoir, j'ai pas envie d'ajouter un médicament, je serais peut-être tenté, étant donné que l'IMC n'a pas bougé au bout de 3 mois, bien qu'on est au début,
peut-être ajouter un analogue de la GLP1. Mais bon, parce que aussi il y a une observance qui est intéressante par l'infirmière. Mais j'avoue que j'aurais fait les deux en premier et le troisième, peut-être en troisième, l'analogue de la GLP1. Merci Yvan. On va passer la parole à Sabine qui va nous apporter son éclairage. Ben, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut d'abord voir si le patient adhère bien à son traitement et prend bien son traitement, parce qu'effectivement, sur des traitements comme les glyphosines, on a des fois des effets indésirables qui limitent un petit peu la prise avec des patients qui ont soit des infections urinaires, soit des mycoses. Et donc, de valider avec le patient la bonne compréhension de l'intérêt de ce traitement pour lui au regard des effets indésirables qu'il peut ressentir. Donc, ça permettrait de valider déjà son adhésion. C'est toujours des balances bénéfices-risques. Et au-delà de ça, si jamais l'adhésion est bonne et que vraiment c'est juste que le médicament n'est pas suffisamment efficace, effectivement, on pourrait imaginer rajouter un analogue GLP1 dans un deuxième temps. Merci Sabine. Marie-Alix, si vous souhaitez compléter. Oui, alors moi j'aurais choisi comme mes collègues, je le questionne évidemment sur l'observance et les potentiels effets indésirables des inhibiteurs du SGLT2 principalement. Après, voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment montrer aux patients les bénéfices. Si le patient a une cystite ou une mycose, voilà, ce qui nous est recommandé, enfin ce qui est recommandé, c'est de traiter l'infection urinaire, traiter la mycose en maintenant le traitement. Et voilà, après, il faut voir aussi ce que le patient accepte dans la réalité, voir si c'est vraiment très récidivant. Parce que voilà, en tout cas, le retour un peu d'expérience, c'est qu'une fois qu'ils ont eu une, voire deux mycoses ou infections urinaires, généralement, ils ne veulent plus trop entendre parler du traitement. Mais voilà, c'est aussi notre rôle de leur montrer tout le bénéfice qu'ils peuvent tirer de ce médicament, donc à voir ce qui est acceptable pour eux. Orienter vers le patient vers le programme d'éducation thérapeutique, ça évidemment, pour bien maintenir les modifications thérapeutiques du mode de vie et pour pouvoir l'éduquer aussi aux différents traitements, que ce soit les inhibiteurs du SGLT2, la surveillance de l'acétone, justement, comme on l'a expliqué, ou si on ajoute l'analogue du GLP1. Moi, en tant qu'endocrinologue, on est toujours un peu jusqu'au boutiste. C'est vrai que 7,9, c'est pas la catastrophe non plus au niveau de l'hémoglobine glyquée. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, ce patient, il a quand même beaucoup de comorbidités, l'insuffisance cardiaque et l'obésité, plus l'antécédent d'infarctus. J'aurais aussi rajouté un analogue du GLP1 d'emblée pour l'aider à la perte de poids et si on regarde stricto sensu les recommandations, on est un patient avec un antécédent de maladie cardiovasculaire et une insuffisance cardiaque avec une HbA1c non à l'objectif. Voilà, en tout cas, on pourrait le rajouter. Alors après, le délai, est-ce qu'on se laisse 3 mois de plus? Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est vraiment en fonction du patient et puis de ses pratiques aussi. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, on va passer à un deuxième cas clinique. Yvan, si vous voulez bien nous le présenter. Allez, merci. Donc, c'est une patiente de 82 ans, donc au-delà de 75, diabétique depuis plus de 5 ans, insuffisance rénale là qui est important, qui est un DFG de 35, une hypertension, donc une obésité, bon, IMC à 30, donc, et des troubles cognitifs importants. Donc, elle a une habitude de vie, elle vit avec son époux, il n'y a pas de passage d'IDE à domicile, on en parlera, et une biologie donc, qui est à 8%, des FG à 35, un bilan hépatique normal. Alors, je crois que c'était à Marie-Alix. Alors, on va passer la parole à Sabine pour qu'elle nous donne son éclairage sur ce cas. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. À l'issue de ce cas clinique, on pourra revenir sur ces questions-là. Sabine, on vous écoute. Oui, alors pour cette patiente qui est fragile, voire dépendante, effectivement, on voit que d'après ce qui a été dit par docteur Joyeux tout à l'heure, on a quand même une hémoglobine glyquée qui est correcte, mais au niveau des traitements, on a des petites optimisations à faire, il me semble, et c'est là où on peut effectivement intervenir. Si déjà on a le bilan biologique qui nous permet de voir que le DFG est faible, la metformine est clairement surdosée. On est à 2 grammes par jour avec un DFG à 35, c'est plus acceptable. Si jamais le DFG avait été plus clair, on aurait pu déjà optimiser aussi au niveau des thérapies. On a maintenant des comprimés qui contiennent metformine plus sitagliptine, ça diminue le nombre de prises. Et oui, la sitagliptine à 100 aussi, je pense, c'était trop dosé. Donc, il faudrait peut-être voir pour changer ces thérapeutiques au vu de son DFG. S'assurer que la patiente qui est sous glyclaside
a éventuellement un appareil glycémie, mais à partir de 80, le glycazide est un médicament qui est inapproprié chez les personnes âgées. Déjà, il est peu indiqué chez les personnes en bonne santé. Donc là, il faudrait quand même voir à le supprimer complètement. Et tout ça, il faudrait voir avec le médecin traitant, bien sûr, puisque nous, on n'a pas d'action. Donc, c'est vraiment de la communication auprès des équipes de soins, que ce soit le médecin traitant ou l'infirmier, pour pouvoir essayer d'optimiser ces prises en charge. Merci Sabine. Yvan, vous souhaitez Oui, réagir? alors moi je suis d'accord avec Sabine et je passe donc à 500 matin et soir de metformine et je passe à 50 d'incrétine, de sitagliptine et j'arrête le glycazide, encore une fois, bon, aucun intérêt particulier, même si la patiente est dépendante et si voilà, elle ne va pas chuter avec des hypos. Par contre, là, moi, je me pose la question bon, de savoir si bon, la recontrôler après 3 mois, c'est pas un peu trop long. Là, ça, c'est la première réflexion pour savoir si je ne vais pas mettre, parce que dans ma tête, il y a l'idée de mettre une insuline bedtime peut-être le soir si vraiment on n'est pas bon sur la glycémie, mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'elle ait une infirmière ou une infirmier, bien sûr, à la limite, moi, au moins pendant un mois, matin et soir. J'ai besoin donc de savoir comment sa glycémie et non pas son hémoglobine glyquée évolue. Et surtout, je pense que je lui mettrai un freestyle et voir un petit peu comment sa glycémie évolue dans la journée. Voilà un petit peu comment je procéderai. Donc en premier, je le répète, j'arrête le glycazide, je diminue la metformine avec les raisons pour lesquelles qu'a évoqué Sabine, notre pharmacienne, et je baisse donc l'incrétine à 50. Voilà un petit peu. Et donc, je vois comment sur une semaine, la personne se comporte, bien sûr, avec les mesures thérapeutiques que l'on connaît d'habitude d'hygiène de vie alimentaire. Et on voit un peu comment ça évolue avec l'infirmière qui nous accompagne, voire 2, voire 3 fois par jour. Et après, je prends une décision, je la revois dans une quinzaine de jours si l'infirmière ne m'a pas appelé pour passer à une bedtime que j'aime à prescrire depuis longtemps. Voilà un peu comment j'aurais évolué. Merci. Peut-être Marie-Alix, votre éclairage? Oui, alors principalement pour cette patiente, donc on rappelle qu'elle a 82 ans, elle est, en tout cas, on voit qu'il y a des troubles cognitifs importants, une obésité, une insuffisance rénale assez avancée. Donc l'hémoglobine glyquée à 8%, pour moi, on est à l'objectif. La seule chose sur son traitement, c'est qu'on est à 8%, mais avec du glyclazide. Hein, donc, comme on l'a dit, non recommandé chez cette patiente pour le risque d'hypo, de chute. Donc, ce traitement-là, on peut le supprimer. Et ensuite, vraiment être vigilant à adapter les traitements en fonction de la fonction rénale. Là, avec une metformine trop dosée, sitagliptine trop dosée. Donc, voilà, on met la posologie adaptée à la fonction rénale. Pour moi, voilà, à 8%, ça me semble acceptable. Donc, j'aurais simplement fait ces modifications-là avec une surveillance voilà, par hémoglobine glyquée, en tout cas dans 3 mois. Merci. Alors, on retrouve cette patiente 6 mois plus tard. Si Yvan, vous souhaitez nous présenter un peu la situation. Je peux le lire, bien sûr. Alors, elle présente un syndrome polyuropolydixite, donc qui nous fait un peu tiquer au niveau de la compréhension de son évolution glycémique. Un amaigrissement de 3 kg, pas de cétone. Alors, j'aurais peut-être fait une précision cétonurie, cétonémie. Donc, puisque voilà, ça a été dit par Marie-Alix, et on est plus en facilité de faire la cétonurie avec les bandelettes. Une biologie à 2,35, donc elle s'est aggravée, si j'ai mémoire de ce qu'elle était avant. Mais c'est surtout ce qui nous inquiète, et rappelons un peu le cas, dépendante supérieure à 75 ans, et donc avec des comorbidités aussi rénales, puisqu'elle a un DFG 34, et elle a surtout l'hémoglobine A1, donc qui est à 10,2. Et donc, c'est normal. Donc, on est resté là-dessus, c'est-à-dire on est resté sur metformine 500 matin et soir. On n'a rien ajouté chez cette personne. Alors, sur le plan de la conduite à tenir, moi, j'aurais 2 réflexions.
je suis un petit peu donc alarmiste et je ne sais pas où elle habite. Et bon, elle n'est pas seule et elle a l'infirmière. J'aurais été tenté, si je peux l'organiser, vers une hospitalisation parce qu'à 10, il n'est pas. Donc, on est embêté. Et surtout, bon, on ne sait pas si elle n'a pas une cétonurie. Je pense que c'est cétonémie. On va le préciser tout à l'heure. Moi, j'aurais rajouté une insuline lente si je ne suis pas en capacité d'une hospitalisation assez rapide que je peux organiser. Bon, si on est à Toulouse, on peut y arriver. Et bien sûr, j'aurais prescrit, moi je l'aurais fait avant, un freestyle, donc un capteur de glycémie continue. Et pour le moment, je n'aurais ajouté ni l'analogue de la GLP-1, on a vu la sarcopénie, on a vu voilà, qu'elle avait, elle avait cet amaigrissement, et je n'aurais pas prescrit non plus un inhibiteur de SGLT2. Voilà, j'aurais prescrit soit l'hospitalisation si je peux, soit j'aurais ajouté une insuline lente, un passage 3 fois par jour de l'infirmière, ou 2 à 3 fois, et le freestyle que j'avais préconisé la dernière fois. Sabine, peut-être de votre côté, si vous souhaitez apporter votre éclairage. Oui, alors là, on est dans un cadre de l'urgence, donc la place du pharmacien, elle est juste surtout pour avertir le médecin si jamais il se rend compte qu'il y a effectivement une dégradation de l'état de santé de la patiente. Juste une petite précision sur les freestyles, on peut les prescrire uniquement s'il y a de l'insuline, donc on ne pouvait pas le prescrire jusqu'à présent. C'est lorsqu'on va mettre en place l'insuline qu'on pourra mettre en place. Enfin, on peut le prescrire, mais ça ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, D'accord. c'était juste ça. Donc là, nous, on peut être juste là pour alerter éventuellement l'équipe de soins quand on voit un amaigrissement ou un état d'une personne qui se dégrade, ça, c'est de dire aux patient ou à son entourage d'aller consulter rapidement un médecin ou d'appeler un médecin pour eux. Voilà. Merci Sabine. Marie-Alix, peut-être, si vous voulez discuter un peu les différentes options. Alors, je suis d'accord un petit peu avec tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas forcément d'une bonne réponse juste, hein, mais effectivement, donc, le message principal, c'est qu'elle a un syndrome polyuropolydipsique et un amaigrissement qui fait quand même évoquer une insulinopénie relative, tout du moins. Elle n'a pas de cétone, que ce soit cétonémie ou cétonurie, dans son cas, c'est vraiment la même chose, hein, peu importe. Je reviendrai un petit peu après sur les inhibiteurs du SGLT2, où c'est la cétonémie qu'il faut surveiller. Voilà. Donc, elle a un syndrome polyuropolydipsique, elle a un amaigrissement. C'est une personne âgée avec des troubles cognitifs. Moi, je pense qu'il faut envisager une hospitalisation, surtout à 10,2% d'hémoglobine glyquée. Après, il n'y a pas de critères d'urgence. L'objectif, ce serait quand même de ne pas la faire passer par les urgences et donc de se donner le temps d'organiser cette hospitalisation. Et en attendant, évidemment, je rajoute donc cette insuline parce qu'il y a des signes d'insulinopénie. Je rajoute l'insuline lente. J'en profite donc pour prescrire une mesure continue du glucose. On a parlé du freestyle, mais il y a aussi maintenant le Dexcom One Plus qui est possible. C'est une alternative, c'est important d'y penser, surtout que parfois il y a quelques allergies. Enfin, bref, c'est vraiment équivalent en termes d'efficacité pour la mesure continue du glucose. Et puis chez cette patiente, l'analogue du GLP-1 ou l'inhibiteur du SGLT2, que je ne favoriserai pas, puisque déjà elle a perdu du poids, 3 kg en 2 mois. C'est une patiente donc à risque de dénutrition, troubles cognitifs, etc. Que ce soit pour l'analogue du GLP-1 ou l'inhibiteur du SGLT2, voilà, je serais plutôt d'avis chez cette patiente plus de 75 ans, âgée, fragile, déséquilibrée actuellement, de mettre une insuline lente, un passage infirmier évidemment pour l'injection, pour la surveillance, avec cette mesure continue du glucose, en attendant si possible une hospitalisation pour essayer de bien refaire le point et sur les complications et sur l'adhérence au traitement chez cette patiente. Merci. Alors, on va prendre quelques questions qui nous sont remontées dans le chat. Oui. Alors, j'ai vu passer une question sur quel appareil prescrire pour la surveillance de l'acétone chez les patients qui n'ont pas notamment d'insuline. Donc, chez les patients sous inhibiteurs du SGLT2, il y a 10 bandelettes de cétonémie par an qui sont remboursées. Après, toute la question est la question de l'éducation, parce que souvent, c'est des patients donc, diabétiques de type... Enfin, c'est pas souvent, c'est que des patients diabétiques de type 2 pour qui on n'a jamais parlé d'acétone parce qu'ils étaient très peu à risque de faire de l'acétone. Donc, c'est aussi leur expliquer quand la doser, pourquoi. Donc ça, vous verrez dans les petites fiches qui vous seront présentées à la fin, c'est très bien expliqué.
Et donc, pour les patients sous inhibiteurs du SGLT2, il faut se méfier parce que la cétonurie peut être négative, mais faussement négative. Il faut regarder vraiment la cétonémie. Après, chez un patient qui n'a pas d'inhibiteur du SGLT2, on peut regarder soit l'un, soit l'autre. Et si c'est positif, c'est un signe de carence insulinique. Voilà pour une question que j'avais vue passer. Après, une personne nous demande pourquoi chez la personne âgée, l'inhibiteur du SGLT2 n'est pas forcément recommandé. Parce que les effets, c'est notamment baisse le risque d'hypotension, ça fait perdre quelques points, c'est diurétique, donc risque de déshydratation, parce que ça fait perdre du poids, risque de dénutrition, et on vient de le dire, il y a le risque quand même d'acidocétose euglycémique, et donc éduquer un patient âgé, voilà, il va être moins à même de nous alerter sur des signes d'acidocétose qu'un patient qui a compris le mécanisme et qui peut décrire des douleurs abdominales ou des vomissements. Il y a une demande de précision. Par quel moyen, alors peut-être c'est pas si simple à expliquer comme ça rapidement, mais par quel moyen les molécules présentes font-elles perdre du poids? Alors, des mécanismes très différents. Rapidement, pour l'analogue du GLP-1, c'est une diminution un ralentissement de la vidange gastrique, donc un rassasiement plus précoce, donc des prises alimentaires moins importantes. Et puis, pareil, pour les doubles agonistes, il y a aussi des récepteurs au niveau de la graisse. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué de tout résumer, mais c'est principalement ça les mécanismes. Et puis, pour l'inhibiteur du SGLT2, ça augmente la glycosurie, donc ça diminue les besoins aussi en insuline, puisque la glycémie du coup, est moins élevée. Alors, une question un peu générale. Y a-t-il un intérêt de doser les glycémies à jeun ou capillaires chez les patients qui ne sont pas sous insuline? Alors, sur tous les patients qui ont des traitements hypoglycémiants, donc on a dit par exemple les sulfamides, il faut qu'ils aient un appareil de mesure de la glycémie. D'une part, moi je leur dis souvent, c'est soit s'il y a un malaise, soit de faire des cycles de temps en temps pour voir un petit peu où ils en sont. Pas forcément que ce soit tous les jours, mais oui, ça peut être intéressant d'avoir des glycémies à jeun pour mieux comprendre le profil glycémique, d'autant plus s'ils sont déséquilibrés, évidemment. Après, chez les patients qui n'ont pas de traitement hypoglycémiant, il n'y a pas d'intérêt à avoir une mesure de la glycémie. Ok. Et enfin, pour terminer, il y a Willy qui nous présente une situation sur laquelle je pense qu'il vous demande de réagir. Alors, par souci d'optimisation du traitement anti-hyperglycémiant avec une hémoglobine glyquée à 9,8, attendez, je n'ai pas accès à tout. Sous MTF et glycazide 60, bithérapie, peut-on ajouter directement une insuline basale sans forcément passer d'abord par une trithérapie non insulinique à dose maximale avant l'insuline basale pour un patient de moins de 75 ans? En fait, en diabétologie, tout est plus ou moins possible. On s'adapte vraiment au patient et au profil patient. Après, pourquoi ce patient a encore du glyclaside? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il pourrait pas, en tout cas, il n'y aurait pas un bénéfice supérieur à ce qu'il ait un analogue du GLP-1 ou un inhibiteur du SGLT2? Et ensuite, en tout cas, s'il y a une réindication à ce qu'il soit sous metformine et glyclaside et que vous ne souhaitez pas ou il ne peut pas bénéficier de ces deux autres traitements, évidemment, on peut passer à une insuline basale d'emblée. Pas de souci. Merci pour vos réponses. On va vous parler maintenant des fiches médicaments que vous trouverez sur notre site internet, donc sur le site de Diabète Occitanie. Elles sont téléchargeables. Ces fiches, elles ont été préparées et mises à disposition donc en partenariat avec les URPS pharmaciens et médecins d'Occitanie. C'est des fiches mises à disposition pour des personnes qui vivent avec le diabète de type 2, mais aussi des soignants. Il y a une fiche pratique personnalisée par famille de médicaments à but normoglycémiant, ainsi qu'une fiche conduite à tenir en cas d'hypoglycémie. Donc vous avez tout un lot de fiches qui sont là pour vous aider dans vos pratiques. Alors là, c'est une présentation générale. À titre d'exemple, voici la fiche sur les glyphosines ou inhibiteurs du SGLT2. Elle est personnalisable, comme vous pouvez le voir, selon la prescription. Et donc, toutes les fiches, elles se présentent de cette façon, de cette manière, en une page, et sur ce modèle, avec des parties personnalisables en fonction des traitements et de la situation des patients. Alors, une autre fiche
que nous mettons à votre disposition. En effet, déterminer le type de diabète, ce n'est pas toujours aisé et le risque d'acidocétose à glycémie normale est rare mais grave. Et donc là, il y a une fiche spécifique à l'attention des prescripteurs qui est également mise à disposition sur la même page de notre site. Donc vous avez là vraiment des ressources tout à fait intéressantes. On vous invite à aller les explorer. Je pense qu'on va vous mettre le lien dans l'onglet Conversation. Alors, pour terminer ce webinaire, déjà un grand merci à nos 3 intervenants. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations très claires, pour vos regards croisés. Merci pour votre participation active. Merci beaucoup. Alors, le prochain rendez-vous, ce sera le 30 janvier. On commencera l'année avec un webinaire sur la question de la santé sexuelle des personnes qui vivent avec un diabète. On accueillera le docteur Cormand qui viendra nous éclairer sur cette question. Vous avez Émilie qui nous a mis dans le chat le questionnaire d'évaluation du webinaire. N'hésitez pas dans la foulée à prendre une petite minute pour y répondre. Ça nous aide toujours à améliorer nos pratiques. Et puis, les prochaines sessions de formation, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières à domicile qui nous écoutent aujourd'hui. Sachez qu'il y a 2 nouvelles sessions qui sont programmées sur ce thème à Toulouse et à Montpellier en 2025. Ah, il y a Émilie qui nous a fait remonter une autre question. Alors, comme il nous reste une petite minute, je vous propose qu'on la prenne. Oui, j'ai vu, il y en a 2. Alors, on prend le temps d'y répondre, si vous voulez bien, Marie-Alix. Ma question, c'est si un patient de moins de 65 ans sans comorbidité ne supporte pas la metformine introduite en première intention, là c'était des diarrhées persistantes, par quel traitement le substituer? Il faut essayer de la metformine, après c'est une question de tolérance, hein. Si les patients ne la supportent pas, il faut s'assurer quand même qu'elle soit bien prise au milieu optimiser la prise, qu'elle soit bien prise au milieu du repas. Moi j'essaie de baisser la dose, j'essaie de leur maintenir en baissant la dose à la dose entre guillemets maximale tolérée. J'essaie du Stagit 700 mg qui correspond en fait à de la metformine 350 quand vraiment la metformine 500 ça convient pas, et si vraiment il les supporte pas, on l'arrête et puis on peut passer à la molécule suivante, soit DDP4, soit un inhibiteur du SGLT2, soit analogue du GLP1, soit insuline. Voilà, après on a le choix en fonction du profil patient. Il n'y a pas de, s'il est un petit peu en surpoids, on peut peut-être privilégier un analogue du GLP1. Voilà. En tout cas, l'objectif, c'est quand même de garder au maximum la metformine si possible, même à un petit dosage, mais si ce n'est pas possible, on l'arrête. Et l'autre question, c'était par rapport, que je répète, par rapport à l'arrêt des inhibiteurs du SGLT2 autour d'une chirurgie. Globalement, en fait, les anesthésistes donnent les recommandations aux patients et souvent on leur dit d'arrêter la metformine 24-48 heures avant la chirurgie, et les consignes, c'est de la reprendre une fois que on reprend l'alimentation ou l'hydratation, globalement, une fois qu'on est sûr que la fonction rénale est OK. Et donc, on peut, moi, je leur dis de faire comme pour la metformine, d'arrêter l'inhibiteur du SGLT2 et de le reprendre en même temps que la metformine. Voilà, il y a le risque, du coup, comme on a dit, d'acidocétose euglycémique qui est aggravé, en fait, et il y a un surrisque en cas de jeûne où déjà l'acétone peut être un petit peu plus augmenté. Voilà, donc globalement, c'est les consignes que nous, on donne en tout cas en pratique au CHU à Nîmes pour faciliter un petit peu les explications auprès des patients. Merci beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Et donc, rendez-vous le 30 janvier pour le prochain webinaire. Vous serez informés très prochainement pour avoir la possibilité de vous inscrire.